One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليس الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضرة. عدولو. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور وتولي الكوندور. كوندور, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts! Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à Club Mondial, votre rendez-vous quotidien 100% football. Le tableau des quarts de finale se dessine progressivement. La Seleção a coulé ce soir à New York face à la Norvège, 2-1 qui rejoint la France et le Maroc pour le prochain tour. Nous évoquerons aussi ce soir le profil idéal du futur sélectionneur pour l'équipe nationale d'Algérie, celui qui saura insuffler une nouvelle dynamique à cette sélection, mesdames et messieurs, à bout de souffle. Pour en parler, Karim Atmour est avec nous. Karim, bonsoir. Bonsoir. Jamal Achdi, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Safa Baza, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Et puis, via Zoom, nous rejoint aussi Khaled Labouchia. Khaled, bonsoir. Bonsoir, Mohamed. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Khaled. Alors, je commencerai par vous, Khaled. On l'attendait, ce match du Brésil. On attendait justement ce sursaut d'orgueil des Brésiliens. Finalement, il n'a pas eu lieu. Victoire logique quand on voit cette physionomie du match. Victoire plus que méritée des Norvégiens qui ont mis énormément et beaucoup de cœur. Je ne sais pas si elle était logique, mais oui, après sur l'ensemble des actions, les Norvégiens, comme tu as dit, disciplinés, qui ont un peu plus joué que le Brésil, notamment par mi-temps. Mais je pense que le tournant du match, c'est le pénalty raté par Guimarães. Donc, je pense que s'ils avaient marqué ce pénalty, il y a eu de la confiance chez les Brésiliens, ils auraient pu mettre un peu plus de pression sur les Norvégiens. Ils ont raté le coche, ça a permis aux Norvégiens de rester dans le match. Et puis après, légère domination, oui, des Norvégiens. Par contre, un Haaland qui ne s'arrête plus de marquer, très efficace. Il met encore un doublé ce soir. Donc oui, victoire méritée dans l'ensemble du match. Logique, pas forcément. Karim, on va laisser Jamel prendre un peu d'eau. Je me retourne vers vous, Karim. Bon, je ne sais pas si on s'attendait à cette défaite par rapport à ce que nous a montré le Brésil, surtout au premier tour, Karim. Disons que le Brésil, ils ont déjà le nom, donc on s'attend face à la Norvège. Et avec le passé, on s'attend à ce que le Brésil, on se dit ok, voilà, maintenant les gros, ils sont censés être présents. À chaque fois, c'est ce qu'on disait. Qu'ils avaient fait leur préparation, en tout cas normalement toutes les grosses équipes font leur préparation pour arriver à leur pic de forme à ce match-là. Là, on n'a pas senti une grosse différence physique face aux Norvégiens. Et le Norvège a mérité sa qualification. Hein. C'est vrai qu'elle fait du match, qu'elle penalty, mais après, voilà, ils ont été efficaces. C'est une bonne équipe, hein, la Norvège. Hein. Moi, j'ai été agréablement surpris, en tout cas, là encore ce soir. Donc, il faut les féliciter. Hein. Physiquement, Jamel, les Norvégiens étaient plus forts aujourd'hui que les Brésiliens. Effectivement. Non, hier, on s'est trompé un petit peu dans nos pronostics. On avait tous prédit la victoire brésilienne. On le pensait. Hein on le pensait, parce oui, qu'on parlait au vu de la montée en puissance un petit peu de l'équipe brésilienne. On s'est dit quand même qu'avec les individualités qu'il y a et cette nouvelle dimension de l'équipe brésilienne, elle pourrait se débarrasser de l'Autriche. Le tournant du match, comme l'a si bien signé
Khaled, c'est le pénalty raté. Raté, ouais. Garnacho. Parce que le Brésil a bien commencé le match. Il a bien, très bien entamé le match. Il y avait une domination. Moi, j'étais un petit peu surpris par l'ardeur de cette équipe brésilienne en début du match. Bon, mais après, seconde mi-temps, ça a été un changement de scénario. Les Norvégiens ont repris du poil de la bête. Ils ont commencé à malmener un petit peu la défense. Et ce qui devait arriva, quoi. Parce que vous avez un joueur comme Haaland qui ne pardonne pas. Donc, il a fait la décision. Je pense que lui-même est le bourreau de cette équipe brésilienne. Mais en plus, il marque, en fait, il se crée une occasion. Parce que le deuxième but, c'est pas une occasion. C'est pas une occasion, c'est un tir de loin. C'est un tir de loin. Donc c'est lui qui se crée de rien. Il arrive à se créer une occasion. Donc, Mais ils l'ont laissé jouer. Hein. Ils l'ont laissé s'approcher. Trop s'approcher. Bon, ça n'a pas raté un tir du gauche, comme il a la... Mustafa qui a la puissance, etc. Ouais. Donc, voilà. Mustafa, gros quart d'heure de la part des Brésiliens, mais finalement, Ancelotti n'a pas provoqué ce déclic qui permettait à ces hommes de se qualifier au prochain tour. Non, déjà, il faut rendre hommage à cette équipe norvégienne. Déjà, si on doit retourner sur le football norvégien, on constatera que le football norvégien monte en puissance. Surtout quand on voit le Bodo Glimt qui est arrivé très loin dans la compétition européenne. Il a battu de grandes équipes européennes, telles que le Manchester City. Donc tu constateras que ce football, il est en train de travailler. Et les Norvégiens sont en train de travailler et ils montent en puissance chaque année. Ils progressent. Donc si on voit cette équipe, c'est pas un hasard. Rien n'est un hasard. Ce n'est que le travail. En plus, beaucoup de joueurs qui évoluent dans des clubs européens. Donc, une équipe très compétitive, très ambitieuse, qui ont voulu, qui sont défendus tout au long de la rencontre. Ils ont mis 2 buts grâce aux Vikings, avec une tête, ensuite un tir croisé. Donc, c'est vrai qu'on s'est trompé hier en misant sur le Brésil. Mais en fin de compte, si on voit l'historique des rencontres, on constatera que le Brésil n'a jamais battu la Norvège, avec 3 victoires, 2 nuls. Et donc, Mais en même temps, la chose, c'est que, en fait, pourquoi on ne s'attend pas à voir la Norvège gagner contre le Brésil à ce niveau-là? C'est parce que la Norvège, c'est la première fois de leur existence qu'ils arrivent à ce stade maintenant de la compétition. Ils n'y sont jamais arrivés par le passé. Et du coup, ce qui donne aussi plein d'informations, parce que du coup, si on prend un peu de hauteur, ça veut dire que on voit bien que c'est les équipes, si on fait l'image du Cap-Vert face à l'Argentine, ou même l'exemple du Cap-Vert tout court, c'est les équipes qui jouent ensemble. Il y a une vraie complémentarité, qui savent défendre ensemble, ce qu'ils ont fait. Et là, la Norvège, c'était une vraie équipe. On a senti qu'il y avait quelque chose un petit peu plus que juste du football, quoi. Il y avait une vraie cohésion. En tout cas, moi, c'est un peu l'énergie qui est ressortie de cette équipe-là. Et du coup, ça donne aussi de l'espoir à toutes les autres équipes de dire, bah voilà, il y a des équipes qui ne sont jamais arrivées à un certain stade, et ben en fait, elles y arrivent avec le travail. Donc, si on travaille, ben on peut y arriver. Et nous, l'Algérie aussi, et ben voilà, ça nous donne de l'espoir pour l'avenir. Et ce sont des exemples. Alors, Khaled, on va retirer la pièce qu'on a mise hier sur le Brésil et on va de désillusion à désillusion pour cette équipe brésilienne. Qu'est-ce qui manque exactement pour cette nation brésilienne pour revenir au niveau tel qu'on a connu par le passé? Déjà du talent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des noms, mais il n'y a pas forcément du talent. C'est une équipe aussi qui n'arrive pas trop à se renouveler. Donc, je pense qu'en fait, il y a une refonte générale de la politique du football au Brésil, qui retrouvent leur identité déjà, qui sortent encore des joueurs techniques, comme on a eu l'habitude de voir dans notre enfance ou dans notre jeunesse, et qui retrouvent leur identité. Donc je pense qu'il y a vraiment un sacré chantier avec cette équipe-là. Carlo Ancelotti a beaucoup de travail, mais il ne pourra pas faire des miracles, parce que la base, c'est le talent. Et le talent arrivé en équipe nationale, c'est en formation que ça se passe, c'est pas en équipe nationale. L'équipe nationale, ce n'est que la conséquence ou le résultat d'une politique sur 10 ans peut-être. Donc franchement, j'ai pas toutes les tenants et aboutissants de ce qui se passe au Brésil, mais ça fait, comme tu viens de le dire, Mohamed, ça fait un moment que le Brésil nous fait plus rêver.
Jamel, on en parlait hier sur cette malédiction des nations européennes. Le Brésil n'avait pas battu de nations européennes depuis la finale de 2002 remportée face à l'Allemagne. Et ça continue, Jamel. Syndrome européen, ils n'arrivent pas à battre les équipes européennes quand ils les affrontent soit en quart, soit en demi, soit même en huitième de finale. La Norvège ne paraissait pas comme étant un ogre par rapport à d'autres nations beaucoup plus épais comme la France, ou à 1 degré moins de l'Angleterre, ou le Portugal aussi, l'Espagne. Donc la Norvège ne paraissait pas comme... Elle paraissait comme le petit poussé. Mais finalement, même contre la Norvège, ils n'ont pas réussi à passer ce tour. Donc il faudra vraiment puiser dans leurs ressources, revenir à leur football, à leur véritable football, à la formation au niveau du Brésil. Mais je ne sais pas si Ancelotti va... À la vraie identité brésilienne. Voilà, exactement. Je ne sais pas si Ancelotti va rester sera encore à la tête de cette équipe brésilienne. En tout cas, son contrat, Jamel, court jusqu'en 2030. Hein. Mais ça va être difficile avec la presse locale. Voilà, c'est ça. 4 nouvelles années. Bon, ils auront peut-être la Coupe sud-américaine dans 2 ans, je pense. Déjà, il a été énormément critiqué le fait d'avoir convoqué un Neymar qui revenait. Oui, c'était du social. Il a voulu avoir une partie du public ou de la population brésilienne avec lui, c'est tout. Sinon, il n'aurait jamais mérité d'être là, Neymar, au vu de ce qu'il est présenté, de la blessure, etc. Donc, je ne pensais pas qu'il avait sa place au niveau de cette équipe. Et puis, Mohamed, je ne me rappelle pas que le Brésil ait déjà recruté un entraîneur européen. C'est la première fois. C'est la première fois. Ouais. C'est la première fois. En plus, une petite parenthèse, j'ai vu au début du match, il chantait l'hymne. Oui. Je le voyais chanter l'hymne du pays. J'étais surpris. Oui. Ah oui. Il a chanté l'hymne. Donc, quelque part, Notre entraîneur chantait autre chose. Et puis, on va faire un peu d'histoire. Jamel, il y a aussi, sans vouloir comparaître, plutôt faire la comparaison, Jamel, entre cette équipe brésilienne de 2026 et celle de Télé Santana, par exemple, l'une des meilleures équipes brésiliennes de 1982, et les Falcao et Zico, n'empêche qu'ils n'ont pas été champions du monde. Je pense éliminés en quart de finale par l'Italie, si ma mémoire est bonne. Hein. Oui, c'est vrai, mais il y avait quand même de grands noms, ce qui n'est pas le cas maintenant. Hein. Ouais. Il y avait de grands noms, ils ont été éliminés par une grande équipe italienne. Oui. Maintenant, être éliminé par la Norvège, le Brésil n'a plus les noms que tu viens de citer. Où sont les Bebeto, où sont les Neymar, où sont les Cafu, Ronaldo, etc. Hein, les Socrates avant, et j'en passe. Je ne remonte pas très très loin avec les Gelson, avec les Valdo, les Pelé. C'est plus le cas maintenant. Le Brésil ne donne plus autant de joueurs de cette dimension. Le fait d'aller jouer peut-être dans des clubs européens, peut-être qu'ils perdent un petit peu de leur football naturel aussi. Là, j'ai une idée, en fait, ça m'a donné une idée qui aime bien Non, parce que j'aime bien me baser sur des faits factuels. Par exemple, comme là, on dit, le Brésil, pourquoi maintenant le Brésil, les dernières années, on sent un déclin. Pourquoi il y a des pays où on sent une montée? Et quels sont les paramètres, en fait, de faire, c'est quasiment une thèse pour des universitaires, d'essayer d'analyser avec tous les paramètres possibles et de les confondre pour savoir qu'est-ce qui fait qu'une équipe nationale peut être performante? Quels sont les paramètres nécessaires? Est-ce que c'est par rapport au niveau du championnat? Est-ce que si c'est les joueurs, qu'ils ont beaucoup de joueurs qui jouent dans les grands clubs, dans les plus gros championnats, et d'essayer de comparer tout ça, tous ces éléments-là, pour essayer d'avoir les paramètres, en fait, pour que l'équipe nationale soit performante et pouvoir les mettre en place dans son pays, quoi. C'était comme ça une idée, juste que... Je me suis dit, si un étudiant qui est là, qui nous écoute et qui veut faire une... Allez-y. Non, du coup, ça c'est une idée, mais maintenant, c'est quoi ton raisonnement à toi, personnel? Je sais pas, j'écoute justement ce qu'on est en train de dire sur le plateau et je me pose la question parce que j'ai regardé les clubs dans lesquels jouaient tous les internationaux là, du Brésil. Et je me disais alors c'est là où faire la comparaison. Dans quel club ils jouent, mais là je peux pas le faire là, et de regarder les années où ils ont été performants, dans quel club jouaient les internationaux. Et est-ce que c'est des joueurs qui ont été formés au pays et qui sont partis, ou est-ce qu'ils sont partis une fois qu'ils étaient matures, ou est-ce que c'est des joueurs qui sont partis très tôt, par exemple comme Neymar. Neymar, c'est un joueur brésilien, il a joué à Santos très tôt, mais en même temps il est vite parti en Europe où il a continué son évolution. Donc en fait c'est de prendre tous ces paramètres là et d'essayer d'analyser, de dire comment faut orienter en fait sa stratégie dans son pays pour arriver à une équipe nationale performante. Si je donne un autre exemple
qui est à l'opposé, c'est-à-dire, je l'avais déjà donné, mais je le répète, c'était l'Angleterre qui avait fait ce constat-là, où l'équipe nationale anglaise n'était plus performante à l'international. Et en fait, eux, ils avaient analysé en disant qu'ils avaient trop de joueurs internationaux dans leur championnat, ce qui faisait que ça donnait pas assez de place, il n'y avait pas assez de joueurs anglais qui pouvaient... il y avait trop de joueurs étrangers. Trop de joueurs étrangers dans leur championnat et qu'il n'y avait pas assez de joueurs anglais qui jouaient dans leur championnat. Donc après, ils ont commencé à mettre des quotas de joueurs de nationalité anglaise, chaque année qui devaient passer de centre de formation à professionnel et jouer dans l'équipe 1. Et je sais parce que je l'ai vécu, c'était aussi à peu près la même chose en Allemagne, où chaque club doit faire obligatoirement monter de nationalité allemande 1 ou 2 joueurs chaque année, pour que ça alimente le vivier potentiel national. Et ça, c'est directive de la fédération parce qu'elle pense à son équipe nationale. Excellent. Merci beaucoup, Karim. Merci pour ces explications. Vous parlez d'Angleterre, justement, vous me tendez la perche, Jamal. Un match aussi très, très important, parce que le vainqueur, justement, de ce match qui opposera lundi à 1h du matin entre le Mexique et l'Angleterre, ça sera un quart de finale explosif face aux Norvégiens. Oui, ça va être une grosse affiche aussi. De football diamétralement opposé. Les Mexicains, avec toute leur la confiance dans laquelle ils se trouvent actuellement, 4 matchs, 4 victoires, et net sans bavure, aucun but encaissé, je pense, si mes souvenirs sont bons. Ils vont jouer un 8e de finale décisif. Décisif, oui. Et oui, décisif, parce que je pense qu'ils ont une très très belle équipe. Très belle. Alors, très belle équipe. Il y a un paramètre qui fait un peu peur à Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'Angleterre, c'est celui de l'altitude. On va l'écouter et puis on revient. Vous savez, on sent l'altitude, on la sent même sans s'entraîner. J'ai eu par exemple un léger mal de tête dans ma chambre d'hôtel pendant la journée. J'ai moins bien dormi que les jours précédents, mais rien d'insurmontable. Je pense que les joueurs l'ont ressenti dès les premières minutes de l'entraînement et plus ça durait, mieux ils la supportaient. C'est comme ça. Physiquement, on ne peut pas s'y adapter, c'est tout simplement impossible. It's just what it is. We cannot physically adapt. It's just impossible. Voilà, Khaled, vous venez d'écouter aussi avec nous le sélectionneur anglais, Thomas Tuchel. Ce soir, pour les Anglais, il est hors de question de s'incliner. Les Mexicains aussi, on ne vont pas lâcher le morceau. Jamel en parlait, 4 matchs, 4 victoires, 0 but encaissé. Ça va être chaud ce soir. Oui, il joue où? Il joue au Mexique, c'est ça? Il joue au Mexique, au Stade Azteca. Ouais. Ouais, donc non, un match très compliqué pour les Anglais. Alors je dis pas qu'ils cherchent des excuses, il y a quelques paramètres bien sûr qui peuvent altérer, on va dire, le groupe anglais, mais déjà même à la base, jouer le Mexique chez lui, ça va être très difficile. Après, c'est un match à élimination directe, donc tout est possible. Par contre, avec la dynamique qu'a le Mexique, ça risque d'être compliqué pour les Anglais. Là, si je peux compléter aussi sur des données, parce que des données scientifiques, Mexico City, c'est 2240 mètres d'altitude. C'est pratiquement à 3000 mètres du niveau de la mer. Et donc, du coup, ce qui fait... Alors, c'est quoi les conséquences? Parce que ce qui parlait Tourelle, les conséquences, c'est qu'en fait, le taux d'oxygène diminue de 5%. Moi, je peux vous assurer, pour avoir vécu ce que sont en train de vivre l'équipe américaine, je peux vous assurer qu'il faut au moins 4-5 jours. Vous l'avez vécu où? En 85 à Mexico, justement. À Mexico en 85. C'était difficile. Lorsqu'on monte dans l'ascenseur, il faut se tenir pour ne pas perdre l'équilibre. C'était vraiment terrible, terrible. Sans compter les maux de tête, les saignements du nez, etc. C'est vraiment pénible. Alors que je n'étais pas joueur. Hein. Imaginez, c'est une équipe qui va rentrer sur... Je me rappelle de Sadmi, on a joué contre le Mexique 2-0, on a perdu en match amical. Je vous assure qu'il est sorti totalement blanc. Moi, je pensais qu'il allait mourir sur le terrain. Honnêtement, je pensais qu'il allait mourir. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça que, à ce moment-là, Sardel parlait de l'altitude. La fameuse altitude dont parlait Sardel, qui était en avance sur beaucoup de générations. Mexico, il y a aussi La Paz aussi, Jamal. Pardon? Il y a aussi La Paz. Oui, La Paz, c'est encore plus haut. C'est énorme. La Bolivie, c'est encore plus haut. La Paz de l'Argentine a pris 6 buts contre la Bolivie à La Paz. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas facile. Et puis, vous me parlez de 1985. Moi, je vais vous parler d'un certain 22 juin 1986. On va se rappeler un peu ce but de la main magique de Maradona. Oui. De Maradona. On va le voir
On va le voir ce but en image qui a trompé tout le monde. Avant, les moyens n'étaient pas assez développés comme aujourd'hui. Et l'arbitre tunisien était sur une autre planète aussi. Hein, on va voir avec notre équipe en réalisation ce but inscrit par l'une des légendes du foot mondial. Il a dit Diego Maradona. Mano de Dio. Ouais. Bon, je vais pas dire la main de Dieu parce que nous c'est. Ouais, c'est lui qui l'a dit. Oui. Voilà, et il avait à l'époque trompé l'arbitre tunisien Ali Ben Nasser et il lui a demandé des excuses quelques années après, Jamal. Eh oui, mais c'était trop tard. Ouais, c'était trop tard. Voilà, c'était le but magique pour dire que ce soir au stade d'Azteca, ça ne sera pas... Mais ce jour-là, il méritait quand même la qualification. L'Argentine méritait la qualification contre l'équipe anglaise. Voilà, elle est là, Jamal. Elle est là, la main de Maradona face à un grand gardien, Chilton. Chilton, oui. Voilà, il n'a pas vu la main passer. Ça a permis à Maradona d'ouvrir le score. Voilà. Heureusement qu'il y a son second but qui a tout effacé. Hein. Le second but, oui. Il a fait ce slalom de 40-45 mètres. Il a fait la spéciale Maradona. C'était à l'heure de jeu, à la 60e minute, où il a inscrit le second but, éliminant du coup cette équipe anglaise 2-1. Voilà. C'était le petit instant histoire. Khaled, c'est pour dire que ce soir à l'Azteca, ça ne sera pas facile. Moustapha. Oui, ça sera très difficile de voir une équipe mexicaine bien regroupée, avec une défense qui n'a pas eu beaucoup de problèmes, surtout dans l'organisation défensive. Donc, ne pas encaisser de but pendant toute la compétition. Donc ça devient très compliqué avec un attaquant qui est le meilleur buteur de l'autre côté. Donc c'est vrai que l'équipe d'Angleterre monte en puissance, mais en face, ils auront les Mora, le joueur le plus jeune du Mexique. Donc je pense que ça serait un match très difficile de voir une équipe mexicaine qui va vers l'avant, qui sait jouer les transitions. Donc, c'est très difficile. Très rapide. Très difficile et très rapide. Et puis ce stade, messieurs, qui abritera le 3e mondial, 70 remporté par le Brésil. Oui, le Brésil, 90 remporté par l'Argentine. Et puis 2026, ils abritent le match d'ouverture, mais je vous assure qu'ils ont, au vu des matchs qu'ils ont livrés, je vous assure qu'ils sont potentiellement candidats au titre, le Mexique. Ça va peut-être surprendre beaucoup de gens, mais s'ils gagnent aujourd'hui, il risque d'aller très loin. Hein. On va poser la question à Khaled. Vous pensez, Khaled, que cette équipe... Parce qu'ils ont l'avantage de jouer pratiquement tous leurs matchs chez eux. Tous les matchs à domicile. Vous pensez que cette équipe mexicaine a ce profil peut-être d'aller un peu perturber la hiérarchie, sachant que si le Mexique s'impose ce soir, le prochain match se jouera à Miami et non à Mexico. Là, ils bougeront. Là, ils sortiront un peu de leur cocon parce que ça fera pratiquement 5 matchs à domicile. Sur ce qu'a montré, je partage ce qu'a dit Jamel. Hein. C'est une équipe qui fait quasiment un sans faute, qui fait une première mi-temps lors du match précédent de très haut niveau. Très haut niveau, oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un match test pour eux. Test dans le sens où s'ils passent, ils auront raison d'espérer. Parce que après ce qu'ils ont montré, puis l'Angleterre est un gros client, s'ils arrivent à passer ce soir, je veux dire, les autres équipes qui restent, peut-être excepté la France et l'Argentine, entre guillemets, qui sont peut-être légèrement au-dessus de l'Angleterre, les autres équipes se valent. Donc, bien sûr que s'ils passent ce soir, ils ont tout à fait raison d'essayer d'aller le plus loin possible. Karim, vous pensez que ce soir, les Anglais ont les moyens d'aller battre? Alors, ils ont les moyens. Après, il y a les paramètres, justement. Alors, il y a ce paramètre-là d'altitude qui est à gérer. C'est-à-dire que ça fait partie d'un des paramètres du match. C'est-à-dire que si, par exemple, le Mexique veut commencer en fait, à utiliser ça pour eux, il doit faire courir les joueurs adverses. Parce qu'en fait, ils vont les fatiguer plus facilement parce que les muscles vont recevoir moins d'oxygène, donc ils vont se fatiguer plus facilement. Et donc, comme on parlait hier des paramètres qui, pendant les dernières minutes, je pouvais jouer, à savoir à s'effondrer physiquement, ça, en fait, ça peut être un calcul de match. De dire, il faut qu'on les fasse courir le plus possible parce qu'on sait qu'à la fin, en fait, ils vont descendre parce que physiologiquement, le corps, au bout d'un moment, il sera plus dans sa phase d'aérobie. Il sera dans sa phase d'anaérobie.
Ils imposent un rythme effréné dès le départ. Hein. On les a vus jouer, à l'entame de la partie, ils imposent un rythme terrible. C'est une des forces en fait, de mettre ce rythme-là, ça fait partie de la stratégie. C'est-à-dire c'est tout de suite faire un choc sur les muscles surtout. Le paradoxe, c'est qu'ils terminent très très bien aussi. Oui. Ils terminent très bien la partie. On les a vus lors de l'ouverture de la compétition contre l'équipe sud-africaine. Ils ont mis une pression terrible. Même les Sud-Africains ont souffert. Mais ça, c'est une force qu'ils ont en plus de leur côté. C'est qu'ils commencent avec un rythme et ils finissent ils terminent le match avec le même rythme. Vous savez, il y a des paramètres comme ça qui sont, par exemple, alors maintenant c'est plus le cas dans le nouveau stade, mais moi quand j'ai joué à Fribourg, quand j'avais commencé ma carrière, il y avait le terrain, il avait une petite pente de quelques pourcents. 4%. Ouais, et en fait, il fallait toujours qu'on commence le match de l'autre côté parce que de la deuxième mi-temps, on était face à nos supporters avec la pente. Ah d'accord. Et on savait toujours que il fallait à tout prix qu'on soit dans cette direction-là. C'est des petits détails, mais à la fin, on gagnait. C'est important, c'est ces petits détails qui font la diff. Ou bien contre le vent. Voilà. Première mi-temps avec le vent. Le gardien, ça c'est les classiques, le soleil. Le gardien qui est là, qui dit non. Bon, dans les stades maintenant, c'est fermé. Il n'y a plus le problème du soleil, mais... Alors messieurs, gardez vos idées bien en place, on va marquer une courte pause et on revient dans quelques instants. Club Mondial, mesdames, messieurs, on est de retour pour cette seconde et dernière partie de l'émission d'aujourd'hui. Alors, je vous rappelle le timing de ce match qui se jouera le lundi 6 juillet, Mexique-Angleterre. Ça sera à 1h du matin. L'autre affiche, notre huitième de finale se jouera entre le Portugal et l'Espagne. Lundi, toujours, Khaled, je me retourne vers vous. Ce match, on aura énormément de discussions au milieu de terrain. Les Pedri, Zubimendi, les Vitinha, Neves, ça va trop parler au milieu de terrain. Fernandez, oui, ça va être en plus jeu latin entre l'Espagne et le Portugal. Franchement, ça va être un bon match. Après, c'est vrai que dernièrement, le dernier match du Portugal a été compliqué contre les Croates. Donc, contrairement aux Espagnols qui ont gagné assez facilement contre l'Autriche. Donc oui, je pense que grosse bataille au milieu avec un petit avantage de fraîcheur peut-être pour les Espagnols. Alors messieurs, info de dernière minute, les États-Unis obligent. Le match entre le Mexique et l'Angleterre a été reporté d'1 heure en raison d'un orage, Jamal. Un orage. Un orage, oui. Ah oui. Donc plutôt on va Mexique, veiller, au Mexique, pas aux États-Unis. On va veiller jusqu'à 2h du matin. Ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup, même à 3h, ça vaut le coup. Mexique, je pensais que tu allais parler du carton rouge qui avait été demandé à être enlevé. J'y arrive. J'y arrive. Arrête de spolier. Karim. Khaled. Ouais. Il est en train de spolier. Non, avec l'épisode en direct. Non, il se spolie pas, il est comme ça quand même. Mais en tout cas, je sais qu'il va attendre avec impatience le match du Mexique. Il est prêt à attendre 1 ou 2 heures facile. Khaled, il va le voir. J'attendais que tu toques dans ma chambre, mais comme t'es pas là, donc tu peux pas toquer pour me Alors, réveiller. Karim, on revient à ce match entre le Portugal et l'Espagne. C'est une magnifique affiche. Ouais, c'est une très belle affiche. Et qui vaut le coup de le regarder, quoi. De rester éveillé pour le regarder. Non, et puis l'Espagne aussi, on attend à ce qu'elle monte aussi en puissance un peu plus, de voir un petit peu plus de l'Espagne. Elle nous a pas montré encore la grande Espagne. Voilà, et le Portugal qui a des joueurs, qui a pas mal de bons joueurs individuels, mais qui n'a non plus pas encore été à la hauteur de son talent. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est un match assez intéressant à voir pour voir est-ce qu'il y a une équipe qui va commencer à émerger, à prendre ou est-ce que ça va être encore un petit peu comment dire ça. Deux équipes qui se cherchent, je sais pas, j'ai pas le bon terme pour expliquer ce que je ressens, mais on les sent pas fluides. L'Espagne, moi, quand on les voyait il y a quelques années, c'était fluide, paf, ça allait super vite, c'était impossible contre eux. Alors que là, c'est un peu moins fluide, on va dire. Jamal, on a un réel plaisir à regarder cette paire au milieu de terrain, Neves, Vitinha, jouer au football. Ça reste ça va être un très très grand match, surtout entre deux équipes ibériques. C'est un vrai derby en fait.
Mais on dit puis ce qui est paradoxal, c'est qu'en dépit du visage encore un petit peu mitigé qu'a montré pour le moment le Portugal, on le classe parmi les potentiels candidats à la finale. Certains bookmakers et pronostiqueurs, ils voient le Portugal champion du monde. Mais pour le moment, on n'a absolument rien vu de cette équipe qui a beaucoup de talent, qui a des joueurs exceptionnels, mais qui n'arrive pas encore à s'exprimer comme on aurait souhaité le voir. Même chose pour l'Espagne, qui n'a pas encore atteint son niveau, celui qu'on connaissait il y a 2 ans de ça. Et c'est une belle équipe, effectivement, mais ça va être très très dur. Entre 2 équipes, ça va être très équilibré. L'Espagne, jusqu'à présent, ils n'ont pas pris de but. L'Espagne. 0 but encaissé. Donc, non, mais je pense que c'est 2 équipes qui sont très fortes. Le sujet, il n'est pas là. Le sujet, nous, c'est la seule chose, c'est-à-dire que là, on est dans un cas des très grandes équipes, comme le Brésil et tout. On attend parce qu'on est exigeant avec eux. Mais sinon, c'est des équipes qui sont... C'est 2 équipes dans le même style. Oui, dans des équipes de possession. Oui, mais on est juste plus exigeant. Et là, parce que c'est dur de dire, oui, on ne les a pas vus. Si, ils ont fait des bons matchs. On s'attendait à mieux. Mais voilà, on a un niveau d'exigence qui est au-dessus parce qu'ils nous ont habitués, ceux qui nous ont habitués à plus. Mais là, Mustapha, les Portugais n'attendront pas les Espagnols pour qu'ils élèvent le niveau. C'est soit remporter ce match, soit rentrer à Madrid. Oui, bien sûr. C'est un match très difficile pour les 2 équipes. C'est vrai que quand on voit le potentiel des 2 sélections, c'est un potentiel immense. Après, quand tu vois les Vitinha, les Neves, c'est de grands joueurs qui jouent dans de grands clubs. En plus, chaque année, de grandes prestations, de grands stades. Donc, c'est vrai qu'on verra une défense bien regroupée, celle des Espagnols, avec une attaque de Leao, Ronaldo. On verra ce que ça va donner. Moi, je pense que c'est soit le rêve de Ronaldo qui va se concrétiser, soit il rentre à la maison. Ça va être une fin de carrière quand même assez malheureuse pour lui. C'est le seul titre qui lui manque. Qui lui fait. Parce que ça a toujours été l'éternelle comparaison entre lui et Messi. Messi est champion du monde. Oui, et ce serait quand même, si Ronaldo est champion du monde, ce serait quand même une magnifique consécration. Je vois très très mal le Portugal on n'en sait rien encore. Devenir champion du monde. On n'en sait rien. Après, le terrain, c'est l'Argentine, on la voyait comme étant un très grand favori. On a vu ses limites contre le Cap-Vert. La France, elle a été un petit peu bousculée par le Paraguay. C'est vrai qu'ils ont dominé le match, mais lorsqu'on impose un jeu physique à l'équipe de France, elle a du mal à s'exprimer aussi. On l'a vu contre le Paraguay, ça a été très difficile. C'est sur un penalty quand même, logique quand même, mais c'est sur un penalty seulement qu'ils sont imposés. Et puis on en arrive à ce fait inhabituel. Je ne pense pas qu'on a vécu ce qui s'est produit lors des précédentes éditions. Balogun, l'attaquant américain qui avait reçu un carton rouge lors du 16e de finale, pas au premier tour, parce que la FIFA avait d'habitude d'effacer le tableau et d'enlever tout ce qui est expulsion et carte aux joueurs pour leur permettre d'aller jouer les autres tours. Mais là, on parle d'un 16e de finale ou 8e de finale. Balogun est sorti avec un carton jaune, un carton rouge face à la Bosnie. Et aujourd'hui, la FIFA qui décide d'enlever le carton rouge et il sera titularisé mardi face à la Belgique, Jamal. Pour quel motif il enlève le motif. Alors, on va détailler. Déjà, on va voir la réaction de Trump sur Truth Social. C'est son média préféré qui lui appartient depuis son exclusion de X, l'ancienne plateforme Twitter. Et il a justement tweeté merci à la FIFA d'avoir fait ce qui était juste et d'avoir réparé une grande injustice. On va voir cette action sur laquelle le Balogun a été expulsé par l'arbitre central. La voilà, qui ressemble un tout petit peu. Ils ont fait un peu la comparaison à ce qui s'est passé entre Messi et Mendy. Messi et Ben Sebaini. Mendy. Il trouve que c'est pratiquement le même geste, mais que Balogun a été expulsé, alors que Messi a continué de jouer
on va voir les justifications ou le justificatif de la FIFA. L'application de la suspension de match est suspendue à titre probatoire pour une période d'1 an. Non, suspendue pour un titre probatoire pour une période d'1 an. Oui, on essaie de comprendre tout comme vous, Khaled. C'est ce qu'a déclaré la FIFA dans un communiqué. Donc si... C'est-à-dire qu'on le laisse jouer cette fois-ci Non, pendant un an. Et pendant un an, voilà. Il y aura un sursis. Une période probatoire. Un sursis. Donc s'il refait la même chose, c'est un genre de sursis. Mettre un sursis. S'il refait, donc il sera suspendu une autre fois. Donc on n'a pas compris ce qu'a voulu faire la Fédération internationale de football. Et dans tout ça, il y a eu bien évidemment la réaction de la Fédération belge de football qui est sorti de son gant et s'est dite stupéfaite par cette décision de la FIFA qui a déclaré que le joueur américain suspendu Balogun est éligible pour discuter ce match. Alors pour elle dénonce une violation du règlement, l'article 66.4 du code disciplinaire et l'article 10.5 du mondial 2026 qui impose une suspension automatique après un rouge direct. Et elle conteste l'usage de l'article 27 pour un accord et un sursis. Voilà Khaled, j'espère que j'ai été clair sur cette affaire rocambolesque. Pratiquement c'est la première fois que ça arrive. Même la France bouge pour Olivier. Ouais. Parce qu'il a reçu un carton jaune et de peur qu'il reçoit un deuxième carton jaune, il sera privé de prochain match. Voilà Khaled, c'est la politique, c'est la polémique c'est la politique et c'est la polémique des derniers jours. Voilà, c'est un lapsus révélateur. Khaled, c'est aussi la politique des États-Unis dans ce mondial et peut-être l'influence qu'elle a sur le président de fédération. C'est ce que j'allais dire. Ça montre l'incapacité, pour pas dire autre chose, du président de la FIFA. Il y a déjà eu ces problèmes avec la VAR. Et là, aujourd'hui, c'est un sketch. Ce que tu viens de nous dire, Mohamed, c'est un sketch. C'est ridicule. Donc, tu as fait un lapsus politique, polémique, mais tout va ensemble, en fait. Donc, non, ça montre que le président de la fédération est sous influence. S'il est sous influence des États-Unis, pays organisateur, il peut être sous influence d'un autre pays organisateur. Karim. La question, ce carton rouge, il avait été donné avec la VAR. Il a été Je sais pas, le carton rouge, il y a eu la VAR, et donc il avait été... bien sûr, après consultation de la VAR. Après consultation de la VAR. Il a été exclu en 16e de finale. Donc automatiquement, il doit jouer ce qu'on appelle dans les règlements de la FIFA un match automatique, qui est un match. Donc ça remet en question... En plus, la faute, elle est extraordinaire. Hein, elle est énorme, la faute. Elle est énorme. On l'a vu sur l'image. Hein. Comme celle de Messi sur Mandy. Ouais. Mais elle est encore plus violente vu l'image de dos, Jamal. Non, Infantino. Il lui écrase le mollet et c'est rouge peut-être pour Messi, mais là il quasiment presque lui casse la cheville. Ouais. Jamal, c'est ce qu'on lui a reproché depuis ce début de ce mondial. On lui a reproché d'être le valet du roi. Voilà, laisse-nous dire les mots tels qu'elles sont. Infantino, il ne se maîtrise même pas. Même quand il regarde un match de l'Argentine, par exemple, ou des États-Unis, il ne se maîtrise même pas. Ses réactions vous donnent une idée sur le parti pris flagrant qu'il a envers certaines formations. Avec les États-Unis, il souhaite que les États-Unis arrivent même en finale. Il a même rendu une consécration dans l'homme de la paix à Trump. Alors pourquoi pas un carton rouge qu'il enlève? C'est vraiment ridicule. Ouais. On a touché le fond avec ce président. C'est vraiment rigolo. Mais ça fait mal au cœur parce que lorsque vous avez une mauvaise application ou plutôt un piétinement de la réglementation et du 2 poids 2 mesures d'une manière aussi flagrante, vous dites à quoi on joue. Donc ouais. Après on verra, Moustapha, rien n'est encore joué. Hein. La Belgique va déposer un recours au niveau de la FIFA. Non, ça y est, c'est bon. On suivra. C'est bon. Le tweet de Trump, ça y est. Il ne trompe pas. Ce n'est pas normal ce qui se produit, Moustapha. Parce que soit on est égaux avec tout le monde, avec les 48 nations, soit on fait du favoritisme et du clientélisme. C'est très mauvais pour le foot. Hein. C'est du favoritisme, c'est clair. Hein. C'est devant tout le monde. Le président de la FIFA est en train de faire plus de la politique que du football. C'est dès le départ, on y voit beaucoup d'infractions de la part de ce président. Il prend parti avec quelques sélections, avec d'autres non. Donc,
Pour moi, ça s'est jamais passé avec les anciens présidents qui sont passés. Blanche ou Blatter. On suivra donc, messieurs, cette affaire les heures à venir pour voir un peu cette évolution de ce carton rouge retiré à la dernière minute en faveur des États-Unis qui affrontent, je rappelle, mardi à 1h du matin, la Belgique pour une place en quart de finale. Et revenons à présent à ce qu'on disait en début d'émission sur le profil idéal. Je commencerai avec vous. Mohamed, excuse-moi, Mohamed, je te coupe. Oui, allez-y. On n'a pas entendu Karim parce que tout à l'heure il pensait que tu allais parler de ça des États-Unis. Karim n'a fait que spolier. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais tellement admiratif de comment tu étais assorti entre ton t-shirt et le rideau qui était derrière toi. Donc, ça m'a bouleversé, tu vois. Et du coup, ça m'a déconcentré. Une fois le bouleversement passé, alors quel est ton avis? Alors je disais, Jamal, nous revenons justement à ce qu'on disait en début d'émission, en prélude sur ce profil idéal pour la sélection algérienne. Êtes-vous pour un sélectionneur national ou doit-on arrêter et mettre fin à ces sélectionneurs venus d'ailleurs, sachant que sur les 4 mondiaux, 3 Algériens, depuis 82, 86, 2010, il y a eu des entraîneurs algériens à la tête de ces sélections, Jamal. Et puis, il n'est pas question de trouver un coupable pour l'instant, mais de situer les responsabilités. L'histoire retiendra que nos meilleurs résultats ont été acquis par des entraîneurs nationaux. Ouais. Depuis Rachid Makhloufi en 75, Makhloufi et Khalef en 82, Saadan en 86, etc. etc. Et j'en passe. Saadan en 2010 également. Il n'y a que Ali Lozic qui était un entraîneur étranger qui nous a réussi à nous qualifier pour le second tour. Maintenant, je pense qu'on est en train d'anticiper un petit peu. Il ne faut pas précipiter les choses. Ouais. Je pense que l'équipe est rentrée aujourd'hui. Aujourd'hui, donc la délégation composée même du président de la fédération est rentrée aujourd'hui. C'est la moindre des choses de se réunir, de tirer un bilan, faire un bilan exhaustif de cette participation qui a été catastrophique pour le peuple algérien. C'est vrai, une catastrophe, parce que personne ne s'attendait à une telle cruelle désillusion. Je pense qu'il faut tirer les enseignements de cette participation, situer les responsabilités et voir par la suite quelle est la personne idoine pour mener à bien le futur de notre équipe nationale. Pourquoi évoquer maintenant, tirer des noms à droite et à gauche? Il y en a eu pas mal. On ne citera pas de noms. Oui, je ne citerai pas de noms. Il y en a eu pas mal, j'ai dit. Du moment qu'il n'y a pas de communiqué officiel, on le dit toujours, s'il n'y a pas de communiqué officiel de la fédération algérienne, on ne va pas polémiquer sur les noms. Mustafa? Exactement, je l'ai dit hier. Tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel de la part de la FAF, on ne pourra pas s'avancer sur quelque chose ou sur des noms. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de trucs qui se passent à gauche et à droite, mais en réalité, il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas s'empresser et désigner un entraîneur ou un sélectionneur. Après, on va avoir des regrets. Bon, moi, j'ai un petit penchant sur un entraîneur algérien sur cette période de transition, avec un bon projet. Je pense que ce serait l'idéal. Après, s'empresser et parler de tel nom ou tel nom, je pense que c'est trop tôt d'en parler. Allez-y. Non, je veux dire surtout que pour le moment, il y a encore un sélectionneur qui est en place. Il y a des spéculations, mais là, il y a un sélectionneur qui est là. Donc on parle d'abord qu'il y ait une situation qui soit... Ouais, de l'après. Même si... C'est qu'on n'a même pas encore réglé le sort de manière officielle. Le sort de l'ex-sélectionneur. Enfin, du sélectionneur actuel. Pas l'ex, parce que pour le moment, il n'y a rien n'a encore été réglé. Sauf sur le fait que, sur l'ensemble de ce qu'on est en train de dire, ce Petkovic ne fera pas de l'enjour chez nous encore. Et tant mieux. Jamal, tu as dit que la délégation était rentrée aujourd'hui avec le président de la fédération. Et l'entraîneur aussi? Le sélectionneur? Non, le sélectionneur n'est pas rentré. Non, le sélectionneur n'est pas rentré. Le sélectionneur a pris une toute autre direction, Khaled. Il a pris la direction de son pays. Pardon? Il a pris la direction de son pays. Justement, il est rentré en Suisse. Donc le bilan, ils vont le faire avec qui? Écoute, Khaled, pour lui, l'objectif est atteint, une qualification mondiale, une qualification... Non, mais il l'a dit en conférence de presse. Il a dit qu'il avait atteint ses objectifs. Donc toute négociation pour la résiliation à l'amiable passera probablement par des bureaux d'avocats très très sérieux. Khaled, on va voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il y a énormément de compétences en Algérie.
Absolument. Absolument. C'est pour ça que le dossier de l'entraîneur n'est pas le plus important ou le plus important à traiter. Je pense qu'il y a un bilan qui doit être fait et bien fait, et en fonction de ce bilan, faire les bons choix pour avoir une vraie orientation, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre un entraîneur, mais il s'agit d'avoir un projet sur plusieurs années et essayer de construire quelque chose pour plus ne avoir à participer de la sorte comme le dernier mondial. On a vécu un mondial sans émotion. On est tous supporters de l'équipe nationale d'Algérie avant d'être anciens joueurs ou journalistes ou quoi qu'on veut. Là, le premier bilan, c'est qu'on a vu une équipe nationale d'Algérie qui ne nous a pas créé des émotions. Et c'est quelque chose d'un peu navrant. Donc oui, un vrai bilan. J'aurais aimé que le sélectionneur soit directement avec la délégation et le président de la fédération pour pouvoir faire le bilan adéquat et en tirer des conclusions et surtout mettre une politique sur la durée en place. Après, concernant les compétences, même chez nous, il y a toute une refonte. Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences mais qui ne travaillent pas. Donc, vous savez, quand vous voulez prendre des joueurs compétents, il faut avoir des joueurs qui ont travaillé, qui ont acquis une certaine expérience. Et il y a un problème aussi de ce côté-là. Et puis Jamal, 82 en Espagne, Makhloufi Mahiddine Khalef a changé la vision du monde du football algérien en faisant chuter l'Allemagne, en faisant changer les règles de l'arbitrage de la FIFA, en faisant jouer les troisième matchs de la phase de poule en même temps. Il y a eu le Mexique à la Bassadan, en Afrique du Sud à la Bassadan. Il y a eu aussi Kermali en 90 pour la Coupe d'Afrique, il y a aussi vainqueur de la Coupe d'Afrique, Belmadi en 2019, etc. C'est tous des Algériens qui ont fait le beau jour du football national. Donc les entraîneurs algériens ont fait plus de bien que de mal au bien football sûr, algérien. Effectivement, parce qu'il y a eu des passages, les passages les plus comment dirais-je, décevants, ça a été des entraîneurs étrangers, il faut le dire. Combien d'entraîneurs belges sont passés? Les Vazages, les 15, etc. On allait-retour. Et c'était des allers-retours chez nous, avec quel résultat? Rien du tout, sauf que c'est l'argent du contribuable qui était touché. Et maintenant, je pense que basta, il y en a marre. Il faut faire un peu la part des choses et faire confiance au produit local. Le président de la République parle du produit local, de consommer local. Pourquoi au football on ne consomme pas local? On peut en consommer du bon local. Il encourage la production locale au point où ça a concurrencé d'autres pays, où même à l'exportation, nos produits jouent à l'exportation maintenant. Et ils ont leur place à l'exportation. Alors comment voulez-vous que le football algérien, le joueur algérien qui est exporté également, qui s'exporte facilement aussi? Parce qu'il y a du potentiel en Algérie. En plus, il y a du potentiel. Exactement. Allez-y, ça va. Il y a beaucoup de compétences. Il y a des compétences en plus avec du vécu. Donc on a toujours besoin de leur expérience au niveau national ou même dans les équipes nationales. Mais la question qui se pose ce soir, Moustapha, pourquoi ces compétences algériennes, nationales, locales, n'arrivent pas à émerger? C'est la question qu'on va se poser. Avec tous mes respects aux Tunisiens, les compétences tunisiennes, mais on a beaucoup de compétences algériennes. Pourquoi aller directement à la Tunisie pour ramener un entraîneur? On a beaucoup de compétences ici, marginalisées. Vous savez que si c'était un entraîneur national qui avait fait le même parcours que Petkovic, il aurait été lynché ici. Lynché au sens Vous pensez, Jamal? Ah oui, il n'y a aucun doute. On a vécu ce genre de choses. Avec les qualifications de Saaden, etc. Vous pensez à qui quand vous parlez de cette façon? Par exemple, à la Saaden, il a enduré le martyre pendant des années et des années. Après son parcours en 86. Même Kermali aussi, en 92. En 92, après avoir été champion d'Afrique, 2 ans après, il a été laminé. En Côte d'Ivoire. Oui, là, au Sénégal. Au Sénégal. À Ziguinchor. Oui. Donc, vous voyez, il faut quand même qu'on reste quand même très reconnaissant envers le cadre algérien. On a vu des modèles qui réussissent. On a cité pas mal d'entraîneurs algériens qui ont réussi à la tête de la sélection algérienne, par exemple. Quelques modèles en Afrique. Vous avez des entraîneurs algériens qui réussissent à l'extérieur. Exactement. Le dernier, c'est Rahoud, qui a été champion au Mazembe.
Et puis même au niveau africain, bien sûr. Quand on prend l'exemple d'Emers Faye qui a remporté la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, Paptian qui a remporté la Coupe d'Afrique au Maroc avec le Maroc, le pays organisateur. Donc il suffit de faire confiance et de donner surtout les moyens. Jamal qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, Kelmali qui a gagné la Coupe d'Afrique en 90. Ouais. Ça c'est des... Enfin, voilà, messieurs, je pense que c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup. Je donnerai le dernier mot en ce jour béni du 5 juillet à Jamal Rachdi. Je vous passe l'antenne, Jamal. Merci, Mohamed. Moi, je voudrais rendre un grand hommage à une grande moujahida qui s'est éteinte aujourd'hui. C'est Madame Aïssani, née Marwan Ghaniya, qui a été au Maki à l'âge de 14 ans. Et dont le papa et les frères sont tous des chouhadas. Et qui s'est éteinte aujourd'hui. J'ai beaucoup d'émotions parce que je la connais très bien. Et elle a toujours souhaité partir un jour mémorable de l'Algérie. Elle a quitté les lieux ce jour. On l'a enterrée aujourd'hui. Je vous vois en larmes, Jamal, très 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 émouvant. Merci beaucoup. Soyez surtout fiers de votre Algérie, de notre Algérie. Rabbi Yarham Chouhada et excellente fin de soirée avec le reste des programmes d'Arlet 4 News. Bonne nuit. One team, one nation. Proud to represent Algeria. Stay behind us, always. 1, 2, 3. Viva l'Algérie. Together we make unforgettable moments. Together we make the future. موبيليز الراعي الرسمي والشريك الحصري للمنتخبات الوطنية والاتحاد الجزائري لكرة القدم. أيقظ شغفك. كابس. لا بيع ديما مع الخضراء. عدولو. قدم لكم هذا البرنامج برعاية كوندور. الدور دور وتولي الكوندور. Condor, prenez votre envol. Resli soutient l'équipe nationale d'Algérie. Allez les Verts!